Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Bienvenue dans Direction, le podcast des dirigeants du génie climatique. Mon invité pour ce deuxième épisode a créé en 1982 le bureau d'études Texol, pionnier de la conception de projets solaires. Il préside Qualité ENR depuis sa création en 2005. André Joffre, bonjour. Bonjour. L'activité ralentit dans le bâtiment cette année. 2024 restera une année noire pour le génie climatique. Comment est-ce que ça se reflète dans l'évolution de vos qualifications chez Qualité ENR ? Alors vous savez, les qualifications, c'est quelque chose que l'on acquiert pour plusieurs années. Et donc, en fait, on ne ressent pas véritablement une baisse des inscrits. On a toujours des activités qui sont en hausse, je pense au photovoltaïque, par exemple, cette année, qui compensent une certaine stabilité dans d'autres secteurs, sur les pompes à chaleur ou le bois énergie, par exemple. Donc, on arrive globalement à avoir un nombre de qualifiés qui ne cesse de croître depuis des années. Et aujourd'hui, nous avons plus de 20 000 qualifications qui sont attribuées tous les ans aux entreprises qui sont actives dans le secteur des énergies renouvelables. Les ventes de pompes à chaleur chutent, on est sur moins 40%. Ça ne se reflète pas pour l'instant dans les choix des entreprises de se qualifier ou de rester qualifiées. Pas pour l'instant, parce que lorsqu'une entreprise est qualifiée, en fait, elle garde sa qualification pendant 4 ans en général. Et donc, elle ne va pas se déprogrammer parce qu'il y a une baisse d'activité. Donc, il y a un peu d'inertie. Il y a de l'inertie, effectivement. On est à un moment où il y a un nouveau gouvernement qui va s'installer. Qu'est-ce que vous en attendez ? On parle beaucoup de budget, de projet de loi de finances. Quels sont vos souhaits pour 2025 pour que cette baisse d'activité cesse et puis peut-être qu'on retrouve un niveau d'activité un peu plus satisfaisant ? On comprend bien qu'il y a des contraintes budgétaires ou autres, mais ce qu'il faut, c'est éviter ces allers-retours qu'on a connus ces derniers mois qui sont vraiment déplorables parce que ça ne permet pas aux entreprises de se structurer, d'embaucher concrètement du monde, d'avoir une visibilité sur les mois et les années qui viennent. Et donc ça, il faut absolument que l'on revienne à des choses relativement stables. Il ne faut pas que la politique énergétique et l'économie d'énergie soient une variable d'ajustement. Il faut véritablement avoir une vision à long terme sur le sujet. Vous souhaitez aussi une action en matière de logement, parce qu'il y a effectivement toute la réno énergétique. On a quand même l'impression que cette politique du logement est un peu à l'abandon depuis quelques années. Est-ce que ça pourrait être un sujet transpartisan de relance économique et de réponse sociale ? Je crois que tout le monde l'a bien compris. On a eu des ministres de l'Environnement et des ministres du Logement qui se succédaient souvent avec une vitesse extrêmement élevée. Donc on sent bien qu'il n'y a pas de politique vraiment continue dans ce sujet-là. Et alors qu'en fait, le bâtiment, c'est un secteur qui est une source de revenus pour le budget de l'État. Le bâtiment, ça génère des taxes, ça génère de l'activité. Il y a ce fameux facteur multiplicateur d'investissement. 1 euro investi dans le bâtiment, c'est comme si on investissait 3 euros dans l'économie finale. Et par ailleurs, on met un cadre confortable autour d'un certain nombre de Français qui en manquent. Absolument. On entend beaucoup, on saura à votre accent que vous venez du Sud, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que tous nos auditeurs s'en seront rendus compte. Et si je souligne ça, c'est pour parler climatisation et PAC RR. On entend une petite musique qui appellerait à ce que la PAC RR soit aidée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous jugez que c'est utile ou est-ce que finalement ça reste de la climatisation et qu'on se dit que ce n'est pas souhaitable ? Oui, on est encore sous le régime, je dirais, des économies d'énergie, de faire en sorte que l'on consomme le moins possible d'électricité, que ce soit pour le chauffage, évidemment. Et évidemment, on a banni la climatisation en considérant qu'on pouvait faire des bâtiments qui étaient confortables, même sans clim. Bon, en fait, ça, c'est sans compter avec les épisodes de canicule que l'on connaît de plus en plus. Et aujourd'hui, dans la partie sud de la France, et même parfois à Paris, il est pratiquement impossible de vivre l'été sans avoir un rafraîchissement, au moins d'une partie du logement. Alors évidemment, soit on prend ces climatiseurs de fenêtres, comme on dit, qui sont vraiment des choses à bannir parce qu'elles ont un rendement déplorable et ça ne sert pas à grand-chose. Utiliser lorsqu'on va passer de la chaudière au fioul, par exemple, à la pompe à chaleur, qui est également irréversible et permet de climatiser les locaux l'été, ça a beaucoup de sens. D'autant qu'aujourd'hui, avec le photovoltaïque, on a une simultanéité entre la production d'électricité, entre guillemets, gratuite, et puis les besoins de la pompe à chaleur. Donc à l'attention du ministre des Comptes publics en train de prendre ses fonctions,
on pourrait dire qu'on pourrait envisager de taxer les clim mobiles pour financer MaPrimeRénov' version PAC-RR. Ah, ça serait une très très bonne idée, oui. D'autant que, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'on s'est beaucoup préoccupé d'économie d'énergie. Aujourd'hui, il faut s'occuper du confort. Il faut s'adapter au changement climatique. Et le confort d'été pour des populations qui vieillissent, c'est très important. Vous le savez, c'est une cause de mortalité si on n'a pas de logement adapté. Au-delà du logement, on se souvient de la canicule de septembre 2023 qui avait rendu la concentration dans les classes en période de rentrée scolaire très compliquée. Donc il n'y a peut-être d'ailleurs pas que des logements à rafraîchir. La question se pose aussi sur des locaux d'activité ou d'enseignement. Tout à fait. Génie Climatique Magazine vous présente Direction, la voix des dirigeants du génie climatique. Retrouvez toute l'actualité du secteur sur génieclimatique.fr. Concernant le bois énergie, MaPrimeRénov' a été raboté de 30% au 1er avril dernier. Pour vous, est-ce qu'il faut revenir sur ce rabotage ? Est-ce que, au fond, le marché peut se tenir comme ça ? Qu'est-ce que vous pensez de ce segment et est-ce qu'il faut des aides complémentaires ? Oui, je pense que la biomasse, c'est quelque chose qu'il faut soutenir parce que c'est un moyen de décarboner le chauffage. Donc, c'est vrai que là, on n'a pas véritablement pris la bonne décision. On comprend une fois de plus les contraintes budgétaires, mais c'est des sujets sur lesquels il faut maintenir une activité constante, même si je reconnais que la hausse du prix du bois, qui a tendance à suivre un peu celle du prix du pétrole, n'est pas tout à fait justifiée. Donc, il y a aussi une autocritique à faire de la part des producteurs de combustibles. Mais quand le coût de l'équipement est moins pris en charge par les aides publiques, baisse de 30%, et qu'en plus le combustible suit de loin les cours du pétrole et monte, c'est un peu la double peine pour le secteur finalement. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il faut de la continuité dans l'action, quitte à peut-être trouver un point moyen, un taux de subvention qui soit plus raisonnable que ce qu'on a pu connaître à certains moments. Mais en tout cas, il faut éviter des stop and go. Ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Le gouvernement sortant, Bruno Le Maire et Roland Lescure, avaient envisagé de réserver les aides à la pompe à chaleur RO aux produits qui seraient fabriqués en Europe. Est-ce que ça vous semble réaliste et souhaitable ? Est-ce que vous dites au nouveau gouvernement, reprenez cette idée et appliquez-la, ou est-ce qu'au contraire, ça vous semble compliqué ? Non, c'est une bonne idée. D'une façon générale, on parle de la réindustrialisation des produits de consommation de ce type-là, produits d'équipement en Europe. C'est de très bonnes choses. Bon, il faut bien quand même se rendre compte que ce n'est qu'une partie de la pompe à chaleur qui est fabriquée en Europe, puisque le cœur, le compresseur, lui, restera fabriqué en Asie. Mais c'est une partie, tout ce qui est pilotage de la pompe à chaleur, tout ce qui est carénage, tout ça, ça peut être fabriqué chez nous. Après, le maintien des aides, c'est un débat qui dépasse largement tel ou tel secteur, parce que vous le savez, des taxes sur les pompes à chaleur, ça peut se traduire par des taxes chinoises sur le cognac ou l'armagnac. Et c'est une négociation complète qu'il faut avoir. Vous regardez sur les panneaux solaires, par exemple, la Commission européenne avait engagé une étude et finalement, ils ont pris la décision de ne pas poursuivre. Donc, il n'y aura pas de taxes, vraisemblablement, sur les panneaux solaires. Pourtant, il y avait une ambition de revenir à plus de fabrication européenne. Donc, ça veut dire que ces panneaux photovoltaïques européens ne seront pas encouragés par soit un bonus sur leur fabrication européenne, soit évidemment un malus sur la fabrication chinoise. Ce que dit la Commission européenne, c'est qu'en 2030, il faudra que 40% des produits renouvelables installés en Europe soient fabriqués en Europe. Et le chiffre de 40% signifie que les produits européens seront en concurrence avec des produits importés. Alors, on peut être extrêmement brutal, comme le font les États-Unis avec l'IRA, où ils imposent des droits de douane importants et surtout, ils excluent de toute aide publique des produits qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Ou alors, on peut considérer, comme c'est le cas de la France et de l'Europe, de conserver une concurrence qui devrait permettre aux produits fabriqués en Europe de s'améliorer au contact de cette concurrence avec des produits qui sont, il faut le reconnaître, de très grande qualité. Mais est-ce que les produits européens ont un jour une chance d'être compétitifs face à ces produits chinois ? Parce qu'on entend partout qu'il y a un dumping des autorités chinoises face à une surproduction de panneaux et que les prix de vente aujourd'hui des panneaux seraient presque inférieurs aux coûts de production des futurs panneaux européens. C'est vrai, et d'ailleurs il y aura certainement dans les mois qui viennent des entreprises chinoises qui vont disparaître. Parmi les 3 ou 4 premières entreprises, il n'en restera certainement que 2 ou 3, parce qu'il y a une surproduction, une surcapacité, et aujourd'hui ils vendent, si ce n'est à prix coûtant, parfois avec une marge qui peut être un peu négative. Aujourd'hui on atteint des niveaux très bas, mais ce qu'il faut bien considérer lorsqu'on visite des usines
en Chine, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de différentiel d'un coût de main-d'œuvre, par exemple, comme on l'a souvent expliqué. On dit que la main-d'œuvre n'est pas chère en Chine. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les usines chinoises sont fabriquées souvent avec des machines, d'ailleurs importées d'Europe ou du Japon, des robots. Elles sont entièrement automatisées. Et ce qui fait la différence par rapport à l'Europe, c'est qu'il y a des investissements colossaux qui sont faits pour monter ces usines. Il y a de vrais capitales d'industrie qui sont en capacité de pouvoir lancer d'énormes programmes. Et donc, évidemment, en Europe, on a un peu perdu ce savoir-faire, je dirais, industriel, de savoir lever des capitaux, monter des entreprises. On le voit très bien. Dans les batteries, c'est un peu le cas. On sent qu'il y a des hésitations après des annonces assez fracassantes de monter plusieurs gigafactories. Alors, Gigafactory des batteries, il y a un retrait, mais Gigafactory du solaire photovoltaïque, il n'y a pas de retrait pour l'instant. Il y a toujours Holosolis et Carbone dans les tuyaux. Voilà, il y a 2 projets, avec une nouvelle qui est apparue cette semaine, c'est le fait que Carbone pourrait intégrer en son sein Photowatt, qui est historique en France et qui est propriété d'EDF pour l'instant. Vous savez, Carbone a annoncé dans une première étape une phase d'encapsulation des cellules importées d'Asie. Mais c'est compliqué et il faut que justement les aides qui sont apportées et surtout l'organisation des marchés fassent qu'on puisse atteindre cet objectif européen qui est de faire en sorte que 40% des produits installés en Europe soient des produits fabriqués en Europe. Quid des marchés énergétiques en 2025 ? Nous venons de traverser 3 années extrêmement agitées. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine sera marquée par un retour à la normale et que les prix vont redescendre ? Ou est-ce qu'on doit s'habituer à vivre dans un monde d'énergie chère qui serait en train de s'installer sous nos yeux et qui d'ailleurs peut-être n'est pas une si mauvaise nouvelle pour les installateurs de génie climatique ? Oui, alors c'est compliqué. Personne ne sait véritablement quel sera l'avenir. On n'a pas de boule de cristal. Je vous fais jouer les rôles de Madame Irma. Bon, ceci dit, on peut quand même essayer de réfléchir 2 minutes et se dire qu'il y a 2 façons d'apprécier le prix de l'énergie. D'une part, à partir des prix de revient, avec par exemple du solaire dont les prix sont très bas, mais qui ont la particularité d'être variables. Et puis avec de l'énergie nucléaire, qui a tout à fait l'inverse, qui est hyper stable, mais qui a des prix de revient plus élevés. Je parle du nouveau nucléaire. C'est autour de 120 € le mégawattheure contre 50-60 à peu près pour le solaire. Donc ça, c'est une première ébauche. On peut considérer qu'on regarde les prix à 2 ans, à 3 ans, on est entre 60 et 80 € le mégawattheure. Donc on est dans des gammes de prix. Si on rajoute le transport et les taxes, effectivement, sont un peu supérieurs à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Il faut voir qu'aujourd'hui, les prix étaient bâtis la plupart du temps à partir du kilowattheure qu'on appelait AREN, qui s'achèvera en 2025, et qui était aux alentours de 42 € le mégawattheure, donc beaucoup plus bas, presque de moitié. Après, il y a une autre façon de voir les choses, c'est que les entreprises qui vont devoir investir pour le nouveau nucléaire, il faut qu'elles produisent du kilowattheure à un prix convenable pour pouvoir payer des investissements. Ces investissements, ils sont considérables, 67 milliards d'euros pour les 6 premiers EPR. Il faut déterminer un prix de revient, un prix de vente du kilowattheure qui permette de pouvoir financer tous ces investissements. Donc ce que vous nous dites, c'est que pour financer les investissements, l'énergie va rester chère, en particulier l'énergie électrique, ce qui devrait être bon à terme pour les marchés d'économie d'énergie. C'est-à-dire que plus l'énergie restera à un niveau relativement élevé, plus les ménages et peut-être encore plus les entreprises auront d'intention d'investir pour maîtriser leur consommation. Oui, parce qu'en fait, il faut rajouter aussi le fait qu'il faudra financer le réseau, qui va demander plus d'adaptabilité pour pouvoir accueillir des énergies renouvelables. Donc tout ça va faire que au prix de l'énergie lui-même, il y a le prix du transport qui va s'augmenter. D'ailleurs, il augmentera prochainement, au mois de février. Donc voilà, ça représente à peu près 1 centime par kilowattheure. Mais c'est des tendances qui sont inévitables. Je crois qu'Enedis avait évalué à 90 milliards d'euros les besoins financiers pour structurer le réseau. Donc, si vous voulez, cette conjugaison du prix de l'énergie, de l'adaptation du réseau et puis aussi des taxes, tout ça fait que finalement, le prix de l'énergie va augmenter. Alors, pour l'instant, on a des prix moyens de l'électricité en France qui sont inférieurs à la moyenne européenne. Et je pense que personne ne trouverait à redire si un jour les prix de l'électricité en France rejoignaient la moyenne européenne. Voilà. Reste pour les très gros consommateurs, les électro-intensifs, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui consomment énormément d'électricité, les grosses usines d'aluminium et autres. Alors là, il va falloir trouver des décisions parce que s'ils sont venus s'implanter en France, précisément, c'était pour bénéficier de tarifs très bas. Merci beaucoup André Joffre. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce 2e épisode de Direction. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour les 20 ans de Qualité ENR. Bonne journée. Bonne journée à vous.
C'était Direction, le podcast proposé par Génie Climatique Magazine. Actualité réglementaire, chantier, innovation. Découvrez toute l'info du secteur en vous abonnant dès aujourd'hui sur génieclimatique.fr. Génie Climatique Magazine vous présente